Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la norme ISO 27701 avec trois invités. Valérie Paget. Bonjour Valérie. Bonjour. William Bourgeois. Oui, bonjour. Et Eric Boucher. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Amélie, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, alors je suis Amélie Paget, j'ai travaillé 8 ans dans une boîte de conseil en sécurité informatique, donc HSC, avec Hervé. Et ça fait faire maintenant 3 ans que je suis en indépendante. Donc je suis juriste de formation et je suis spécialisée en protection des données personnelles. Voilà. William ? Oui, bonsoir. Je suis consultant et auditeur en sécurité des systèmes d'information. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Kineo. Et les grandes missions, c'est donc l'accompagnement d'entreprises qui veulent monter des SMSI. C'est l'audit interne donc de ces mêmes SMSI, soit pour entreprises, soit pour des organismes comme l'AFNOR ou comme Bureau Veritas. Et enfin formateur. Donc j'ai rejoint les équipes de HS2 en septembre dernier et voilà. Merci Eric. Oui, bonjour, je suis Eric Boucher, je suis ingénieur expert à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et je participe au groupe de travail de l'ISO sur les normes justement Security and Privacy, et j'ai largement contribué à l'ISO 27701. Alors Hervé, en introduction, est-ce que tu veux bien nous expliquer quelles sont les particularités d'une norme par rapport par exemple à un standard ou une réglementation ? Alors le grand intérêt d'une norme, c'est que une norme s'est développée suivant une méthodologie très précise, alors parfois un peu lourde, mais qui garantit la prise en compte de tous les avis, qui garantit l'obtention d'un consensus entre tous les acteurs concernés, et puis aussi tous les pays du monde. Il y a peu d'organismes de normalisation ou d'organismes qui peuvent avoir ce titre. Donc là, on est face à une norme ISO. Donc l'ISO, c'est une agence des Nations Unies créée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le principal organisme de normalisation, même si il y en a d'autres. Par exemple, dans les réseaux, les gens connaissent l'I3E pour les couches basses ou l'IETF pour les couches hautes. Donc l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, et c'est l'ISO qui a développé cette norme 27701 dans la lignée de la 27001 dont nous avions déjà fait un épisode. Alors justement, l'ISO 27701, qu'est-ce que c'est ? Alors je me lance. L'ISO 27701, c'est une norme assez récente, elle est parue en 2019. En août 2019, c'est une extension de la 27001 et elle complète aussi la 27002. C'est une norme qui est consacrée à la mise en place d'un PIMS. Un PIMS, ça va être un système de management de la protection des données, enfin de la protection de la vie privée, plus exactement. Donc cette norme, elle va compléter des exigences de la 27001. Et elle va ajouter et compléter des recommandations de la 27002. Et donc, elle sert à quoi ? La 27701, elle va vous permettre de mettre en place un système de management de la protection de la vie privée. Le grand avantage, moi, que je vois à cette norme-là, c'est si, dans notre contexte à nous, européens et français, c'est qu'elle va vous permettre d'intégrer votre gestion des données à caractère personnel, votre conformité RGPD au sein d'un système de management. Donc, ça va vous permettre d'avoir une démarche pérenne, saine, stable, avec une approche par le risque et aussi d'intégrer l'amélioration continue pour gérer la protection des données à caractère personnel. Et puis, l'autre grand avantage, c'est aussi que c'est une norme certifiante. Donc, d'un point de vue business, on voit tout l'intérêt de la norme ISO.
Oui, et je peux effectivement ajouter que comme on s'appuie sur la norme 27701, effectivement, il ne faut pas oublier quand même les fondamentaux de la 27001 que sont, Amélie l'a dit, donc l'amélioration continue. Donc c'est vraiment mettre en place des processus sous un angle Plan, Do, Check, Act. Donc avec donc cette idée donc de s'améliorer constamment et de la Macédoine s'intéresse aux données ou à l'information, je vais le dire comme ça. Donc la 27701 va rajouter cette partie protection donc des données personnelles sur la base donc de cette boucle vertueuse qui est l'amorce continue. Et donc comment elles se mettent en œuvre? Comment est-ce que... Ouais. Alors, elle n'est pas autoporteuse, c'est-à-dire que vous devez vraiment avoir la 27001 et la 27002 avec vous, déjà, pour pouvoir lire la 27701, hein, parce que la 27701, elle vient uniquement rajouter une surcouche. Donc, pour avoir le texte complet, finalement, il vous faut les deux autres normes. Pour mettre en place un PIMS, donc un système de management de la protection de la vie privée, vous devez déjà avoir un SMSI, ou le mettre en place en même temps, ou alors il doit préexister. Mais vous devez déjà avoir un SMSI. Donc ça, c'est vraiment le premier prérequis. Donc ceux qui doivent s'intéresser à la 27701 sont ceux qui font déjà de la 27001. Déjà, ou qui vont le faire en même temps. C'est un gros avantage. Si on l'a déjà mis en œuvre, ça fera moins de travail, parce que c'est quand même assez lourd comme projet. Ou sinon, il faut le faire en même temps, il n'y a pas le choix. La 27001, c'est très connu des RSSI. Et puis on se dit que la 27701, comme c'est le PIMS, le Privacy Information Management System, ça concerne le DPO, mais ça se met au-dessus du SMSI, du RSSI. Alors finalement, qu'est-ce qui doit s'intéresser à cette norme? Plutôt le RSSI ou plutôt le DPO? Comment ça marche? C'est là où justement il y a un autre bon point de départ pour mettre en œuvre la 27701, c'est d'avoir fait par exemple, comme beaucoup d'entreprises en 2018, mené un audit de conformité au RGPD. Alors l'ISO 27701, c'est une norme internationale, hein, mais elle regarde de très près ce qui est fait du côté du RGPD. Il y a même des liens explicites entre les différentes exigences de la 27701 et ce texte européen de protection des données personnelles. Et donc les entreprises qui respectent proprement le RGPD sont assez facilement certifiables vers la 27701, qui reprend vraiment la même nomenclature de principe et les mêmes également certaines mesures de sécurité par rapport à la protection des données personnelles. Mais pour moi, c'est nécessaire que le RSSI s'intéresse à la 27701 parce qu'il y a ce prérequis d'avoir un SMSI et on va avoir une appréciation des risques avec des risques sécurité, on va avoir des mesures de sécurité à déployer. Mais il faut aussi que le DPO s'y intéresse et c'est vraiment une norme qui peut être même exploitée, je dirais, par le DPO parce que ça va pouvoir lui permettre de mettre en avant son travail. De mettre en avant son travail au sein de l'appréciation des risques pour montrer que sa mission permet aussi de gérer des risques pour la société. Mettre en avant son travail parce que c'est une norme certifiante, donc il y a un intérêt business et donc son activité va avoir un intérêt pour l'organisation. Et puis, ça l'oblige à avoir vraiment cette approche de mettre en place des processus auditables, d'avoir cette revue de direction, etc. Donc, ça peut vraiment aussi être un atout, en fait, pour le DPO. Par rapport à ce que le DPO fait d'habitude, effectivement, là, la 27701, elle s'appuie sur un système de management. On va dire, la CNIL appellerait ça une gouvernance. Il y avait déjà un label gouvernance qui était délivré il y a quelques années. C'est vraiment ça, c'est un petit peu cette surcouche en plus du RGPD. C'est que on a vraiment le Plan Do Check Act dont parlait William et cette logique d'amélioration continue.
Donc c'est pas une conformité statique à un instant T. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises qui ont conduit un audit RGPD en 2018, là l'idée de mettre en place un PIMS, c'est de continuer le travail et de continuer d'améliorer et de maintenir la conformité dans le temps. Et c'est ça que permettent les systèmes de management tels qu'ils sont définis par l'ISO, depuis la 9001 sur la qualité, la 27001 sur la sécurité et la 27701 qui englobe la sécurité et la vie privée. Par la mise en place des processus liés à ce système de management, on va avoir des réunions régulières, on va avoir des revues de direction, on va avoir des points de contact et de contrôle réguliers entre les différentes parties prenantes, y compris en interne. Et donc ça peut effectivement faciliter, on va dire, les échanges entre les bons niveaux des dirigeants, les personnes qui sont à même de prendre des décisions justement pour améliorer la conformité par rapport à la protection des données personnelles notamment. Oui, et puis les risques juridiques liés au RGPD sont souvent, peuvent être négligés par la direction. La direction peut dire un contrôle, il y en a très peu par an des contrôles de la CNIL. Les sanctions, finalement, il y en a aussi très peu. Même des mises en demeure rendues publiques, il y en a assez peu. Alors que la 27701, qui permet une certification qui commence à être demandée par les clients dans certains secteurs, bien là, l'enjeu, peut-être que dans certains secteurs, pour certaines organisations, il peut être finalement plus important pour la direction parce qu'il y a une demande client, une demande des parties intéressées. C'est quel secteur qui s'intéresse qui permet d'impliquer le DPO. Pardon ? C'est quel secteur qui s'intéresse plus particulièrement à ça ? Alors, les premiers acteurs que l'on a vus côté français, c'était surtout les acteurs du cloud au début. Et puis après, on a les gros acteurs au niveau international comme Microsoft, c'était un des premiers. Eric, tu peux peut-être compléter, toi tu as bien suivi les... Oui, on a effectivement les gros hébergeurs ont été dans les premiers parce que par nature ils font du business sur toute la planète et être certifiés sur une norme internationale de protection des données personnelles par rapport à leur métier d'hébergement, ça fait vraiment sens. On a eu aussi pas mal d'hébergeurs, on a eu pas mal d'opérateurs de téléphonie mobile, notamment asiatiques, qui ont obtenu cette norme ISO 27701 qui leur donne aussi une crédibilité en termes de protection des données pour faire du business avec le reste du monde. Après, il y a aussi des entreprises de gestion RH, des entreprises de marketing et autres qui commencent à s'intéresser et à être certifiées sur cette norme. William, toi, tu fais des audits. Quel genre de non-conformité quel genre de non-conformité tu as pu constater dans tes audits ? Alors moi, lorsque j'audite des SMSI, en fait, quand on fait un audit, on va vérifier deux choses. On va vérifier que le CMSI est conforme à la norme 27001 et donc forcément on a le pendant pour la 27701 et on va s'assurer si l'entreprise est conforme à ses propres politiques. Et quand on commence effectivement à faire ces audits, effectivement, on va vérifier ces deux points-là et on va s'assurer également de l'efficacité du SMSI ou du PIMS, c'est-à-dire qu'on va regarder les processus qui ont été mis en place et on va vérifier si ils sont implémentés dans une démarche d'amélioration continue avec donc ce côté surveillance ou indicateur ou mesurage qu'on va associer à chaque processus. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme conformité les plus criantes ? Certaines sont purement normatives. La 27001 et la 27701 demandent des exigences. C'est les articles 4 à 10 de la 27001 qui correspond à l'article 5 côté 27701. Exemple, on doit faire une analyse de risque. Exemple, on doit mettre en place une revue de direction. Exemple, on doit mettre en place des audits internes. Donc là, il faut respecter scrupuleusement chacune des exigences du PIMS. Et je trouve encore effectivement des PIMS qui
il leur manque quelque chose parce qu'ils l'ont pas vu ou pas compris. Ils l'ont pas compris. Et après, on trouve donc des écarts sur les processus eux-mêmes. Je donne quelques exemples. Je peux prendre. Ils mettent en place, je sais pas moi, un outil de chiffrement du parc, par exemple, et ils oublient complètement. Ils évoquent le côté outillage. Moi, je suis beaucoup de SAC technique, donc il y a plein d'outils partout, mais il y a absolument personne derrière. Il n'y a pas d'organisation autour de l'outillage pour vérifier si ce qu'ils ont mis en place est efficace ou pas. Donc, on ouvre la console, par exemple, dans l'antivirus, puis on voit, et j'ai vu récemment, on voit ransomware détecté sur une machine. Ah bon, très bien, alors expliquez-moi ce que vous avez fait. Et là, il y a un grand blanc, parce qu'il ne l'avait pas vu, parce qu'il n'y a pas d'organisation qui est autour, il n'y a pas de contrôle qui est fait des outils. Et ça, pour moi, c'est un des écarts les plus courants, c'est l'absence de contrôle sur les processus que l'on met en place. Ouais, avec un système de management, au moins, on s'aperçoit qu'il faut des gens. Il faut des gens, exactement. Côté PIMS, moi, ce qui m'a pu être remonté de la part de sociétés, soit que l'on accompagne ou avec qui j'ai pu échanger, c'est qu'ils regardent quand même attentivement le registre, s'il est bien structuré, s'il est bien maintenu, tenu à jour, s'il permet d'avoir une visibilité claire des différents traitements et des différentes bases de données et des différentes catégories de données. Donc ça, c'est la première chose. Ils regardent vraiment avec attention ce point-là. Ils regardent avec attention aussi la manière dont vous allez gérer vos contrats, que ce soit contrats de sous-traitance ou avec des co-responsables ou des destinataires. Donc comment est-ce que vous gérez vos partenaires et si vous avez une bonne maîtrise de vos contrats et que vous savez retrouver vos contrats. Et le troisième point aussi, c'est un peu un sujet du moment en plus, c'est comment vous gérez les transferts de données en dehors de l'Union européenne. Bon, encore une fois, la norme ISO, c'est international, mais on rebondit sur le RGPD et donc les auditeurs regardent plus particulièrement les transferts hors UE. Et voilà, cette gestion des contrats et des transferts hors UE, il y a souvent des non-conformités au moins mineures qui sont associées à ces deux problématiques. Et puis, oui, c'est un peu la question que j'allais poser. Moi, en fait, par exemple, en Californie, ils ont le CCPA, qui est aussi une loi relative à la privacy. Est-ce que cette norme ISO est vraiment agnostique des réglementations locales, ou est-ce que c'est quand même copier-coller de RGPD ? C'est une norme internationale. Elle a été beaucoup débattue et écrite avec des experts du monde entier. Asie, Pacifique, États-Unis, Europe, Afrique. Enfin, on est vraiment très, très large par rapport à ça. Et c'est vraiment une norme de consensus, comme disait Hervé. C'est comme ça qu'elles sont écrites. Donc, en quelque sorte, c'est l'état de l'art en matière de protection des données vu par l'ensemble des experts qui étaient autour de la table et par l'équivalent de l'AFNOR dans chacun des pays aussi qui intervient dans le cycle de validation finale. Donc, en quelque sorte, oui, elle est pas collée sur une réglementation particulière et l'ISO s'en défend bien d'avoir des normes qui seraient justement trop collées à une réglementation. Par contre, on va dire que les autorités de protection de données européennes, la CNIL, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres, ont largement contribué, ce qui fait qu'on s'est assuré que la norme 27701 contienne bien tous les principes du RGPD. Donc, elle est agnostique, mais elle est compatible RGPD, on va le dire comme ça. Et quand on voit aussi que les autres grands textes de protection qui ont été passés après le RGPD, justement la loi californienne, la loi brésilienne, en fait, ces nouveaux textes se sont aussi largement inspirés du RGPD, donc finalement, la compatibilité est aussi assurée par ce biais-là. Et donc, on a bien fait de faire en sorte que la norme soit la mieux disante possible et vraiment à l'état de l'art des grands principes de protection. Oui. Et enfin, il y a de toute façon toujours un élément qui est justement dans les normes ISO et qui dit, de toute façon, vous devez regarder, il y a une exigence qui dit, vous devez regarder les textes, lois et règlements auxquels vous êtes soumis. Donc il y a de toute façon une adaptation à faire sur le terrain, chez soi, ou à travers les différents continents, si on est une multinationale, pour prendre en compte également les exigences, le droit local. On parlait des
de quel secteur et quel type d'acteurs étaient intéressés par cette norme, au-delà des secteurs qui vont chercher cette norme-là pour la certification, on a de plus en plus aussi des multinationales qui ont pris la norme, pas parce qu'ils voulaient être certifiés, mais parce que ça leur permettait d'avoir un peu leur point d'entrée pour gérer la protection des données, parce que ce sont des multinationales, et ça permettait d'avoir un peu, c'est le cœur de leur gestion de leur conformité finalement, cette norme-là. Et après, à partir de cette norme, ils font le delta entre les différentes, entre la norme et les différentes législations. Donc elles l'utilisent aussi comme ça. Alors justement, supposons qu'une entreprise soit intéressée pour être certifiée ou pour se servir de cette norme comme d'un cadre. Par quoi est-ce qu'elle devrait commencer et quels sont les écueils à éviter ? Alors là, je peux peut-être prendre la parole. De toute façon, pour construire un PIMS, pour être certifié par 701, il faut d'abord construire un SMSI. Bon, c'est la base et on va rajouter des exigences qui sont liées au PIMS. En général, la première des étapes que l'on va faire, c'est le contexte et les enjeux, c'est-à-dire dans quel environnement on va mettre en place ce PIMS et quels sont les enjeux. Quand je parle d'enjeux, c'est quand on monte un SMSI ou un PIMS, les questions à se poser, c'est pourquoi on le fait, c'est pour qui on le fait, quelles sont les exigences des parties intéressées qui vont influencer mon SMSI et mon PIMS. Et ça, c'est ce que dit déjà la 27001. Et pour la 27701, on va rajouter en plus donc l'exigence légale et réglementaire sur la protection de la vie privée, donc qui est largement renforcée en 27701. Et puis un point important aussi quand on construit un PIMS, c'est que on doit également déterminer son rôle en tant que soit responsable de traitement, soit sous-traitant, soit les deux. Et là, on commence à toucher effectivement des difficultés de monter un PIMS, c'est que au-delà donc d'être 27001 et donc de répondre aux exigences de l'article 5 de la 27701, il va également falloir effectivement rajouter des recommandations, soit parce que l'on est responsable de traitement, soit parce que l'on est sous-traitant, soit même les deux. Parfois, on peut effectivement, sur certains traitements, avoir un rôle différent. Et donc, tout ça, ça va donc rajouter du temps à la mise en place d'un PIMS, ce qui fait que implémenter un PIMS, déjà, c'était ambitieux. Déjà, un SMSI est un projet qui est ambitieux, effectivement, et qui peut être long. Je n'imagine pas monter un SMSI au moins de 12 mois. Et encore, au bout de 12 mois, on a mis en place le processus, on a mis en place toute la partie documentaire, mais on n'a pas encore vraiment fait tourner le SMSI. Avec un PIMS et avec toutes ces exigences qui se rajoutent, effectivement, je pense qu'on est sur une durée entre 12 et 18 mois, à mon avis, minimum. Donc ça, c'est le côté temps. Et après, le côté complexité, c'est que c'est un projet d'entreprise, c'est que on va impliquer quasiment toute entreprise, donc de la direction jusqu'aux utilisateurs finaux, et on va s'interroger on va discuter, le RPIMS, le responsable du PIMS qui va œuvrer à la construction de ce PIMS, va discuter avec quasiment toutes les activités de l'entreprise, à savoir le RSSI bien sûr pour les aspects sécurité de l'information, le DPO pour tous les aspects juridiques, mais aussi avec les ressources humaines, avec la direction bien entendu, avec les fournisseurs, etc., etc. Donc c'est vraiment un projet d'entreprise et ça ne fonctionne que si chacun est impliqué dans cette construction du PIMS. Il y a beaucoup de docs. Donc déjà effectivement la 27001 demandait pas mal d'écrits, donc de documenter, en gros d'écrire ce qu'on fait pour commencer, et après faire ce qu'on écrit, ce sera la phase suivante, et après prouver que ce que l'on fait est conforme à ce qu'on a écrit. Mais le PIMS va encore rajouter d'autres informations obligatoires donc derrière, et pourtant ce n'est pas un projet documentaire. Bien sûr qu'il faut écrire ce qu'on fait, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas qu'un projet documentaire, c'est ce que je veux dire. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on a fait le build du PIMS, je pense que reste le plus dur,
Le plus dur, c'est l'après. C'est que maintenant, il faut faire vivre ce PIMS, il faut faire vivre les processus qu'on a mis en place, il faut faire marcher le PDCA effectivement au jour le jour. Et chaque fois qu'on va lancer une nouvelle action, qu'on va traiter un risque sur la vie privée, qu'on va traiter un risque sur l'information, toujours penser effectivement PDCA, amélioration continue. Et c'est comme ça qu'on va tirer tout le bénéfice de mettre en place un PIMS. William, PDCA, tu voudrais bien expliciter ? Oui, bien sûr. PDCA, ça signifie Plan, Do, Checked et Act. Alors, je vais le faire en français. Plan, donc c'est la partie préparation. Vous lancez un projet, vous le préparez, c'est la première phase. Le Do, c'est la partie réalisation. Je mets en place le processus que j'ai préparé. Ça, en général, dans l'entreprise, tout le monde le fait à peu près bien, Plan et Do. Le check, c'est le contrôle, c'est que je mets en place les indicateurs ou la manière de vérifier l'efficacité de ce que j'ai mis en place. Et le act, c'est la correction, c'est que si je me rends compte que je n'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, que mon indicateur n'atteint pas la valeur que je voulais atteindre, c'est recherche de cause, pourquoi je ne l'ai pas atteint, et identifier les actions correctives qui vont permettre donc d'atteindre l'objectif, et on repart sur un cycle Plan, Do, Checked, Act. Alors, on vient de voir que dans le SMSI, le RSSI fait une appréciation des risques. Il fait une appréciation des risques pour éviter des préjudices à son entreprise. Dans le PIMS, comme dans le RGPD, avec son PIA, il va falloir faire une appréciation des risques, mais cette fois-ci, pour éviter des ennuis à la personne dont on possède les données personnelles. Alors, comment ça marche ? Parce que est-ce que c'est le responsable de traitement, le DPO ? Est-ce que le RSSI va faire ça aussi ? Est-ce qu'on peut mélanger dans la même appréciation des risques ? Qu'est-ce que vous recommandez ? Déjà, oui, juste effectivement, bien dire par rapport à la question avant, et celle d'Hervé fait la transition. C'est-à-dire, avant de démarrer, de se lancer dans un PIMS, effectivement, il faut bien voir que même si on a dit que ça se greffe, entre guillemets, sur un SMSI, la mise à jour, entre guillemets, l'ajout est non négligeable, à la fois sur l'aspect de gestion des risques et également sur les aspects juridiques. Et effectivement, sur l'aspect de gestion des risques, la vraie nouveauté, ou l'erreur à ne pas commettre plutôt, c'est de se dire « Ok, en fait, j'ai un SMSI, je gère la sécurité de mes données. Dans les données, il y a des données personnelles, donc c'est bon, c'est fait, il n'y a rien de plus à faire. » Et en fait, la vraie nouveauté, entre guillemets, si on passe d'un SMSI à un PIMS, c'est qu'il va falloir prendre en compte les risques, non plus seulement pour l'entreprise, mais pour les personnes dont on traite les données. Et ça, c'est un vrai changement d'optique. Là, on change complètement de point de vue. Et soit on l'a déjà un peu fait quand on a pensé conformité RGPD, soit on est vraiment resté sur le DICT classique, protection de l'entreprise, et auquel cas la mise à jour peut être un petit peu complexe et effectivement impliquer, comme soulignait Hervé, de revoir un peu les rôles des uns des autres et de voir comment on va imbriquer l'analyse de risque classique et BIOS, entre guillemets, avec l'analyse de risque sur la vie privée, le PIA, le Privacy Impact Assessment, qui doit intégrer les risques pour les personnes. Et là, il y a plusieurs solutions, mais je vais laisser mes camarades répondre, puisque sur la mise en pratique, effectivement, l'imbrication, en tout cas ce que dit la norme, c'est qu'on peut faire les deux en même temps si on a envie, on peut faire les deux séparément si on préfère. Les experts n'ont pas tranché ou pas voulu trancher parce que ça dépend complètement, notamment du périmètre du PIMS, et savoir si on est sur un même périmètre ou pas pour les deux systèmes de management. En fait, c'est pas la seule difficulté. L'appréciation des risques, vous posez la question, quels sont les écueils lorsque l'on met en place un PIMS. William l'a dit, la première grosse difficulté, c'est de savoir si on est responsable de traitement ou sous-traitant. Ça, c'est vraiment la première question complexe à se poser pour un PIMS. Et la deuxième difficulté, je dirais que c'est l'appréciation des risques, parce qu'on a ces deux volets, donc risque pour l'organisation et risque pour les personnes concernées. Il faut bien faire les deux, et pas juste les personnes concernées. Il y a encore deux autres volets, je dirais. C'est une appréciation des risques qui est hybride. Moi, j'ai tendance à dire qu'elle est hybride. C'est-à-dire que vous allez avoir non seulement des risques sécurité,
comme pour un SMSI, donc une appréciation des risques type EBIOS ou ISO 27005 si vous préférez, avec vos scénarios d'incident, des impacts DICT, donc disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité si vous le souhaitez, et des conséquences pour votre organisation, des conséquences pour les personnes concernées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aussi avoir des risques qui sont pas des risques sécurité, qui sont des risques vie privée. Et ça, c'est parfois difficile de les appréhender dans une appréciation des risques telle qu'on la connaît. Le risque, pour donner un exemple, ça va être je gère mal les droits des personnes. Donc, ça va avoir des conséquences potentielles pour mon organisation parce que je suis pas conforme au RGPD, je pourrais être sanctionné par la CNIL, en termes d'image, ça pourrait avoir un impact, etc. Et ça va avoir aussi des conséquences pour la personne concernée parce que on respecte pas ses droits, ça pourrait nuire à son quotidien, etc. Mais le fait de ne pas gérer correctement les droits d'une personne, c'est pas un risque sécurité. C'est difficile à intégrer dans notre schéma, dans notre scénario d'incident classique, etc. Et c'est pour ça moi, j'ai tendance à parler d'appréciation des risques hybrides et qui est plus complexe, bien plus complexe qu'une appréciation des risques, la sécurité à laquelle on a l'habitude dans un SMSI. Et pour compléter aussi, dans la phase de traitement des risques, les choix ne sont pas forcément les mêmes, ou plutôt il va potentiellement falloir revoir certains choix. C'est-à-dire que pour certains risques qu'on fait courir à l'entreprise, on peut éventuellement se dire « c'est pas grave, je vais prendre une assurance si je me fais voler mon fichier client », ce genre de choses. Mais quand il s'agit d'un fichier client avec des données sensibles, là, par contre, les sanctions des autorités ne seront pas forcément couvertes par une assurance. Et donc, voilà, on ne va pas choisir la même option de traitement du risque. Il va falloir là forcément le réduire parce que même si ça pouvait être acceptable vis-à-vis de l'entreprise parce qu'on a provisionné ou qu'on s'est assuré, vis-à-vis d'une sanction des autorités, on n'a peut-être pas cette possibilité-là. Donc, et puis simplement même vis-à-vis des personnes, on n'a pas forcément envie d'avoir des données trop sensibles dans la nature. Donc voilà, il va falloir aussi revoir ses choix dans la manière dont on gère les risques et qu'est-ce que vraiment un risque résiduel en termes de sécurité. C'est pas forcément la même chose qu'un risque résiduel en termes de vie privée. Alors comment est-ce qu'on l'intègre ? On a vu plusieurs choses. Certaines personnes, pour intégrer ces risques, je dirais conformité ou vie privée, qui ne sont pas vraiment des risques sécurité, elles partent de l'actif primordial qui est impacté. Et l'actif primordial, ça peut être un processus. Donc, ça peut être le processus de gestion des droits. Puis on parle de ce processus-là qui est impacté, les mal gérés, etc. Et on dépile comme ça un scénario qui va mener donc à des conséquences pour l'organisation, pour les personnes. Et dans d'autres organisations, d'autres appréciations des risques, on a vu un critère d'impact qui a pu être ajouté aussi. Donc en plus de DICT chez certains, eh bien on a rajouté un impact privacy. Voilà, l'impact P, privacy, pour indiquer que c'était un manquement au RGPD. Parce que bon, là, on est dans le contexte RGPD, donc c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Mais voilà, c'était un autre type d'impact. Alors, moi, j'ai quand même une question. Est-ce que cette norme définit ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel ? Parce que ça, je sais que c'est un écueil assez récurrent. Par exemple, il y a une assistante parlementaire en Suisse qui se prenait en photo nue dans son bureau, et quand les photos ont été publiées par la presse, les Américains avaient flouté ses seins et les Suisses avaient flouté son visage. C'est quand même difficile. Enfin, ça, c'est une notion qui est vraiment très variable d'un pays à l'autre. Est-ce que cette partie est couverte dans la norme ou pas ? Pour ça, en tant qu'Européen, là encore, on a pas mal de chance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une norme ISO, la 29100, qui définit justement tous les concepts vie privée. Et il se trouve aussi que les autorités de protection européennes ont largement contribué à la rédaction de ces grands principes qui ressemblent beaucoup à la loi informatique et liberté, puisque ça a été écrit à l'époque. Mais comme c'est les mêmes qui ont été repris dans le RGPD, on n'est pas dépaysé.
Donc finalement, les définitions à la fois des droits des personnes, des types de données, des acteurs responsables de traitement, sous-traitants, etc., sont vraiment très très similaires à celles qu'on a l'habitude de pratiquer dans un contexte RGPD. Et qu'on floute le visage ou les seins, la photo est une donnée à caractère personnel. Oui, donc la réponse, c'est que la 29100 définit de manière normalisée, un peu universaliste, les données à caractère personnel. Et c'est une définition large. Oui, c'est une définition large, puisque une donnée à caractère personnel, c'est à la fois une donnée qui peut identifier une personne en tant que telle, le nom, prénom, l'adresse mail, là l'identification est directe. Mais une donnée à caractère personnel, c'est aussi toute donnée qui peut être reliée directement ou indirectement à quelqu'un. Donc, par exemple, un numéro de carte bancaire, on peut, en interrogeant la banque, savoir à qui appartient cette carte et donc le relier à son porteur. Ou alors, on a le nom dessus aussi directement. Donc, voilà, la question, c'est en fait, données à caractère personnel, c'est très large. C'est tout ce qui se rapporte de près ou de loin à une personne, soit en l'identifiant directement, soit par un lien qui peut être parfois assez indirect, voire très très lointain, mais on va dire à l'inverse, pour démontrer qu'une donnée est anonyme, en général, il faut beaucoup travailler. On va le dire comme ça. Une donnée qui n'est pas à caractère personnel est une donnée anonyme, puisqu'elle a été traitée pour faire en sorte qu'on ne puisse plus la rattacher à une personne. Et justement, est-ce qu'il y a cette notion justement de données qui permet d'identifier une personne et données qui, par lien, permet de l'identifier ? Est-ce que c'est toutes des données à caractère personnel ? Est-ce qu'il y a un adjectif qui permet de qualifier l'une et l'autre ? En général, on utilise le terme de données identifiantes ou données indirectement identifiantes ou données pseudonymisées. C'est aussi le terme employé en France, en tout cas, pour caractériser des données dont on n'a pas, qui ne portent pas un identifiant direct. Après, la norme, effectivement, s'embarrasse pas de ces détails au-delà de la définition qui est dans la 29100, qui donne bien les deux facettes des données personnelles. Après, la norme traite tout ça au sens de PII, Personally Identifiable Information, donc données, information personnelle, on va dire. C'est une mauvaise traduction, mais c'est bien cette idée très générique. C'est vraiment toute donnée qui se rapporte à une personne physique, soit directement, soit indirectement. Oui, ma question, c'était pas... rapporte à une personne physique. Ma question n'était pas vraiment qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, mais plutôt qu'est-ce que la norme en dit et est-ce qu'elle a contraint ce concept ou est-ce qu'au contraire, elle évite soigneusement de le définir. Mais après, je sais qu'il y a eu toute une littérature sur le sujet. Et donc, en parlant de cette norme, quand est-ce qu'elle a été publiée et combien de temps il a fallu pour l'élaborer ? Alors, elle a été publiée, donc la 27701 a été publiée par l'ISO en 2019, à l'été 2019. Et il a fallu au moins 5 ans pour la rédiger. Depuis l'avant-projet, on va dire, il y a eu et après, il y a eu tout un tas de cycles de versions temporaires, entre guillemets, de versions brouillon, qui sont soumises en fait aux experts qui ont la possibilité de commenter en fait ces brouillons pour amender certaines parties, rajouter du contenu, modifier certaines choses qui leur vont pas. Et on va dire dans les plus grands moments de la 27701, il y avait à peu près... alors c'est des cycles de 6 mois, les groupes de travail de l'ISO, et on avait plus de 400-500 commentaires dans les 3-4 derniers cycles, ce qui donne une idée de l'intérêt et de l'engouement qu'elle a suscité auprès des experts du monde entier, et également des batailles qu'il y a pu y avoir sur une virgule, un mot, une définition, ou le fait de rendre obligatoire telle ou telle mesure, par exemple, ou jusqu'où on allait par rapport, se poser la question aussi jusqu'où on allait dans le détail des mesures. Donc c'est vraiment une norme de consensus et qui a été vraiment discutée très largement. Et donc ça a pris pas mal de cycles de révision avant d'avoir une version stabilisée. À mon avis, c'est une norme qui a été très rapide. C'est-à-dire par rapport à mon expérience depuis la création de la normalisation en cybersécurité en 91, compte tenu de l'enjeu du nombre de gens qui s'intéressaient au sujet, enfin,
moi, en fait, j'avais plutôt tablé le double plutôt que 5 ans. Donc pour moi, finalement, le consensus a été beaucoup plus rapide que ce que j'avais anticipé. Donc ça montre aussi qu'il y avait un intérêt global, y compris de pays, je dirais, dont vu de France, on ne pense pas à leur intérêt pour la protection des données à caractère personnel, notamment un certain nombre de dictatures bien connues. Et sans parler de dictature, on a eu beaucoup de débats au tout début avec les États-Unis, qui ont un organisme très puissant, le NIST, et qui avait déjà développé de son côté un framework sur la privacy, sur la protection de la vie privée, mais avec justement une approche que vous citiez tout à l'heure par rapport au floutage, une approche de la vie privée qui n'est pas tout à fait la même aux États-Unis et en Europe. Et il y a eu pas mal de discussions là-dessus, mais pour être tout à fait transparent, l'arrivée du RGPD qui est rentré vraiment complètement en vigueur et qui a été appliqué à partir de 2018, accompagné des scandales de Cambridge Analytica qui ont montré que la privacy, ça pouvait être, si on ne la respectait pas, un vrai problème en termes de business. Ça a fini de convaincre nos amis, en termes de démocratie, nos amis américains de l'intérêt d'avoir une norme internationale qui soit au plus haut niveau de protection de la vie privée, notamment pour faire du business avec le petit marché européen qui pèse quand même assez lourd par rapport à ces multinationales. En parlant de problèmes de multinationales, vous n'avez pas eu de problème avec l'U suite au choix de cet acronyme PIMS? Parce que moi, j'en mange tous les jours au petit déjeuner. On n'a pas eu de problème. On en offre aux stagiaires parfois avant l'examen pour détendre l'atmosphère. Des pips ou des pins? Des pims. Et avec tout un débat sur quel est le goût le meilleur. Mais Ok, bon, peut-être qu'on a une autre conclusion à offrir à nos auditeurs. Est-ce que quelqu'un souhaiterait apporter le mot de la fin? Franchement, la norme 27701, elle est géniale. Elle est encore pas suffisamment développée à mon goût, mais quand on voit le temps qu'il a fallu pour que la 27001 soit enfin demandée par les grands donneurs d'ordre, j'espère que les donneurs d'ordre demanderont à toute leur chaîne de sous-traitance, tous leurs hébergeurs, la certification 27701 en plus de la certification 27001. Et au-delà de la certification, c'est vraiment une norme qui est très bien construite et qui permet pleinement d'intégrer des principes très transverses du RGPD qui sont parfois mal compris, mal manipulés, mis en œuvre en interne. C'est les principes de privacy by design by default, d'accountability et l'approche part de risque. Et avec un système de management, avec un PIMS, on peut vraiment déployer ces principes-là. Et en complément, la 27701, c'est, on l'a dit, une extension de la 27001 sur un système de management, mais on va dire les ajouts sont relativement simples. On dit là où vous faisiez de la protection, de la sécurité, vous devez maintenant faire de la sécurité et de la vie privée. Donc l'ajout 27001, il est relativement, on va dire, simple. L'intérêt de la 27701, c'est tous ces ajouts par rapport à la 27002, qui sont des précisions sur des mesures de sécurité bien connues, mais qu'on va mettre dans un contexte vie privée, qui sont des ajouts de mesures de sécurité complètement nouvelles liées à la vie privée, justement, à la protection des données personnelles, et puis tout le volet de mesures juridiques, de conformité, on va dire, aux droits des personnes, au respect de leur vie privée, l'information, le consentement, les durées de conservation, des choses qu'on a l'habitude d'entendre dans un contexte RGPD, mais qui sont là retranscrites dans une norme internationale, et donc sous un format, on va dire, qui ne va pas dépayser les RSSI et les personnes qui ont l'habitude de faire tourner un SMSI. Bon, eh bien, Amélie, William, Eric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.